Cher Frédéric Worms, bonjour. Nous tenons à vous remercier non seulement pour l'occasion de cet entretien, mais aussi pour la manière dont il a été accepté. Votre vive manifestation de préoccupation à l'égard de la situation au Brésil nous offre une expérience partagée de sens, d'accueil et de convivialité. Nous pensons que votre pensée orientée vers le moment présent, enracinée dans la vie et engagée dans la démocratie, nous aidera à clarifier notre débat académique et public au Brésil. Merci beaucoup, Frédéric Worms. Merci beaucoup à vous. Et merci, en effet, je pense que c'est moi-même, je suis très heureux d'être là. Et quand je dis d'être là, c'est vraiment de pouvoir discuter avec vous, et y compris dans le contexte que vous vivez au Brésil. Il y a un contexte mondial, mais évidemment, chacun le vit différemment. Et je suis, comme beaucoup d'autres, très préoccupé et très solidaire avec ceux qui sont préoccupés au Brésil de la situation qui se vit en ce moment. Merci beaucoup. Caio Souto commence. S'il vous plaît, Caio Souto. Merci. Bonjour, Monsieur Worms. Bonjour. Je vais commencer avec deux questions à propos de votre œuvre et surtout sur le concept de moment. Et après, André va proposer des questions avec le moment actuel. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'œuvre de Henri Bergson et avez donné également une contribution importante à l'histoire de la philosophie française contemporaine. Votre approche historique est basée sur le concept de moment qui semble obéir à une logique entre problèmes, tensions, obstacles, ce je comprends bien, et qui offre une clé très originale pour lire toute l'expérience de la philosophie française dès la fin du 19e siècle jusqu'à la période actuelle. Et vous parlez d'un moment spiritualiste d'abord, un moment existentialiste, un moment structuraliste et un moment actuel avec un retour de la vie. Pourriez-vous, dans cette première question, présenter les grandes lignes de votre histoire de la philosophie, en situant surtout la philosophie de la vie de Bergson dans cette trajectoire? Merci beaucoup. Alors, merci de revenir là-dessus, ce qui pour moi est en effet très important. C'est ce qui fait le lien entre un travail d'histoire de la philosophie et un travail contemporain, avec l'idée que, en effet, cette notion de moment ne s'applique pas seulement dans le passé, où on peut la reconstruire, mais dans le présent, où il faut y participer. Mais je dirais même pas seulement le construire, mais y participer et comprendre le moment que nous vivons en temps réel. C'est d'ailleurs le titre du tout dernier travail que je viens de publier en français, Vivre en temps réel. C'est essayer aussi de comprendre de l'intérieur le moment que nous vivons, ce qui en fait est à la fois plus facile d'un certain point de vue puisqu'on est dedans, mais d'un autre côté est beaucoup plus difficile et qui suppose un recul historique. Alors, effectivement, la seule chose que je voudrais préciser par rapport à la façon dont vous avez posé votre question, c'est sur les qualificatifs qui définissent ces différents moments. Comme vous avez dit, est-ce qu'il y a un moment spiritualiste autour de Bergson et d'autres penseurs de ce que j'appelle le moment 1900, qui couvre la Première Guerre mondiale aussi? Est-ce qu'il y a un moment existentialiste? Est-ce qu'il y a un moment structuraliste? Et par exemple, est-ce qu'on vivrait aujourd'hui un moment, disons, vitaliste? Alors moi, je ne dis pas les choses comme ça. En fait, je pense que le spiritualisme, l'existentialisme, le structuralisme sont l'image rétrospective qu'on se fait des moments philosophiques quand ils sont devenus des évidences historiques et culturelles. Par exemple, voilà, on se représente après coup une France existentialiste avec des figures comme Sartre, Camus, Merleau-Ponty et quelques autres. L'existentialisme français avec aussi Boris Vian, les boîtes de jazz, la nouvelle vague bientôt au cinéma, etc. On se représente aussi le structuralisme, etc. Or, pour moi, derrière chacune de ces images qui ont une vérité historique, une épaisseur historique, il y a d'abord un problème philosophique qui est véritablement un problème qui
rassemble un ensemble de contemporains et aussi un ensemble d'expériences et de disciplines qui ne sont au départ pas seulement philosophiques. Et qui, ce problème qui devient organisateur finalement dans la manière dont je le conçois, un problème qui, j'appelle pour moi, un moment se définit comme une séquence historique où un problème particulier devient général, un problème local devient global. Ce problème, c'est comme problème qu'il s'impose. Et donc, par exemple, pour moi, Bergson, en effet, fait partie de ceux qui posent ce que j'appelle le problème de l'esprit, dans un contexte où il y a d'autres versions qui sont posées, y compris en France, mais aussi au-delà, hein, par exemple dans la phénoménologie de Husserl, qui est un strict contemporain de Bergson, ou même dans la psychanalyse de Freud, et même dans la philosophie analytique de Russell. Et finalement, et en France, il y a d'autres versions du problème de l'esprit que celle de Bergson, par exemple la version néo-kantienne de Alain ou de Brunswick. De même, avant d'être l'existentialisme, l'existence a été un problème philosophique, en rupture avec le problème de l'esprit, justement, qui a été posé dans la réception aussi de philosophies comme celle venue d'Allemagne ou de Kierkegaard par Sartre et par ses contemporains. Et donc, pour moi, un moment se constitue quand un problème émerge depuis certaines découvertes scientifiques, depuis certaines thèses philosophiques, mais qui s'opposent autour du problème et contre le problème du moment précédent. C'est-à-dire un moment se constitue aussi en rupture et dans une diversité interne, de telle sorte que pour moi, chaque moment se définit par deux sortes de diversité et deux sortes de controverses. Des controverses avec le moment d'avant, qui sont des controverses de rupture, ce que j'appellerais plutôt des polémiques, et des controverses entre figures d'un même moment. Et ça, c'est des controverses que j'appelle des controverses entre amis. J'ai fait un cours entier sur la différence entre les polémiques avec les auteurs du moment précédent, par exemple Sartre rompant avec Bergson, ou Lévi-Strauss rompant avec Sartre, et les controverses entre amis, hein, les controverses inattendues, je les appelais, donc les controverses entre les existentialistes, par exemple entre Sartre et Merleau-Ponty, ou entre les spiritualistes, par exemple entre Bergson et Alain, ou entre Bergson et Husserl, si l'on veut, ou entre Bergson et Brunswick aussi en France au même moment, dont Badiou aussi avait dit que cette controverse-là était la matrice de deux grands courants de la philosophie française. Mais pour moi, il n'y a pas des courants, parce que chaque courant passe d'abord par des creux et par des ruptures qui sont des ruptures entre les moments, justement. Et donc, pour prendre l'exemple de... Donc, et je pense effectivement que nous vivons aujourd'hui le moment du vivant, un moment du vivant qui a fait rupture avec le moment structuraliste, qui fait que la structure était une manière de penser l'existence humaine à travers le langage, à travers la signification, à travers les sciences humaines, et puis les questions du vivant, depuis les sciences du cerveau, les sciences de la vie en général, les sciences de la nature, et confirmées aujourd'hui par les maladies et par les catastrophes climatiques, mais aussi par des choses de toutes sortes, y compris dans la littérature et dans l'art et dans la politique, font que le vivant est devenu le problème d'aujourd'hui, comment situer l'humain dans le vivant, etc. Donc nous vivons le moment du vivant qui n'est pas en effet le moment où il y a une reprise aussi des questions du vivant dans les moments précédents, celle de Bergson, celle de Canguilhem, qui est le vitaliste contemporain des existentialistes, mais qui a été écrasé par Sartre et Merleau-Ponty, justement parce que l'existence dominait la vie, etc. Donc voilà, alors on pourrait dire, pour compléter la réponse à cette question, voilà, comment se fait-il il y avait déjà, Bergson est un grand penseur de la vie, hein, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut y revenir, mais avec une différence, parce que je ne pense pas du tout qu'on puisse revenir à la philosophie de la vie de Bergson directement. De même, inversement, les existentialistes ont pensé l'existence contre la notion de vie. Et donc, en même temps, il y a quand même des choses à reprendre dans le moment de l'existence. Peut-être pour dire un mot tout de suite de l'existence, il est clair que pour des gens comme Sartre ou Merleau-Ponty ou Lévinas, hein, peut-être Lévinas encore plus radicalement d'ailleurs,
d'une certaine façon. Il y a dans l'existant humain quelque chose qui dépasse son appartenance objective au monde, et en particulier à la catégorie des vivants. L'être humain, un peu comme chez Heidegger, est l'être qui se pose la question de la vie. Ce n'est pas l'être vivant, c'est l'être qui se pose la question de la vie. Et il se caractérise donc par cette liberté, cette transcendance, au fond, soit de la conscience, soit alors il y a plusieurs manières de la penser, une transcendance qui n'a pas de fondement métaphysique, qui est donc un donné. Je dois être cette transcendance, et donc je dois être la liberté, mais je ne suis pas un vivant. Et la vie et la mort ne me définissent pas. Pour Sartre, j'échappe à ces catégories-là. Pour Merleau-Ponty, pour Lévinas aussi. L'éthique, c'est justement ce qui consiste à avoir la transcendance du visage et au-delà des besoins de la vie. Bon, donc il y avait un refus de la catégorie de vie. Du côté de Bergson, ce qui a toujours été frappant pour moi, c'est évidemment la primauté de la vie, mais plus exactement de deux dimensions de la vie. Puisque la vie, d'un côté, pour Bergson, c'est les besoins corporels, et ces besoins de survie font que la vie a d'abord un côté négatif. C'est ce qui fait que, selon lui, l'être humain, par exemple, pour vivre, a besoin de déformer un aspect de l'être, qui est l'aspect du temps, et de le spatialiser. Nous maîtrisons le temps, nous en faisons de l'espace pour des raisons vitales. D'un autre côté, ce que nous oublions, c'est l'autre aspect de la vie, qui est la vie profonde, la vie temporelle, la vie de la conscience, etc. Donc, pour moi, Bergson, et je conclurai là-dessus ma réponse à votre question, pour moi, Bergson est central, mais en même temps, on ne peut pas revenir entièrement à lui. Pourquoi ? Parce qu'il distingue deux sens de la vie, c'est ce que j'ai écrit même dans un livre que je vais consacrer, qui s'appelle Bergson, les deux sens de la vie. Il y a la vie au fond quand même du corps, avec ses besoins, et avec chez l'homme la connaissance scientifique, l'espace, etc. Et puis il y a la vie de l'esprit, la vie profonde de la conscience. Et je crois que là où il a complètement raison, c'est de distinguer deux aspects de la vie. Moi, je les pense d'ailleurs plus comme la polarité fondamentale de la vie et de la mort. Du fait que la vie, comme le disait un grand bergsonien, Eugène Minkowski, dès que nous sommes vivants, nous allons vers l'avenir, mais nous allons aussi vers la mort. Et Canguilhem, avec la dualité du normal et du pathologique, de la santé et de la maladie, va reprendre cette dualité-là. Donc il y a une intuition extraordinaire chez Bergson que tout peut se penser par cette dualité de la durée et de l'espace, de la vie créatrice et de la vie limitée, etc. Jusqu'aux deux sources de la morale et de la religion, avec la morale ouverte et la morale close. Mais ce que fait Bergson, c'est en fait avoir cette intuition, mais la mettre sous le signe, non pas en fait de la vie, mais de l'esprit d'abord. Puisque ce qui définit la vie profonde, c'est l'acte de l'esprit, l'acte de la conscience qui définit le temps réel. C'est pour lui, le temps est quelque chose qui passe, hein, ce qui est vrai, évidemment. Et ce que fait, la seule chose qui le retient de passer, c'est un acte de l'esprit. Et c'est un acte vivant, mais c'est un acte quand même qui s'oppose fondamentalement à la matière envisagée comme non spirituelle. Donc on a raison de dire, même si moi je pense qu'il faut aller plus loin, que Bergson est spiritualiste. Derrière la vie, il pense à un acte subjectif de l'esprit. La question pour moi, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il faut la formuler, c'est pas est-ce que Bergson est spiritualiste, mais quel est le spiritualisme de Bergson. Donc, en un certain sens, moi, Bergson me paraît inépuisable, très profond, mais si je veux résumer, moi, je garde la dualité, je garde la polarité de la durée et de l'espace, que je traduis d'ailleurs en dualité de la vie et de la mort, et je laisse un peu la transcendance de l'esprit dans son moment. C'est par là qu'il dialogue avec Husserl, qui veut faire échapper aussi la conscience transcendantale à la réduction à une chose. C'est pour ça qu'il est très proche de Husserl, ou bien de la question du conscient et de l'inconscient chez Freud.
ou bien de la question de l'esprit chez les contemporains néo-kantiens, par exemple chez Alain, qui dit que l'être humain se caractérise par l'acte de juger, il n'est pas seulement les passions du corps. Donc, voilà. Donc moi, je garde de Bergson la vie et la mort, au fond, finalement, la durée et l'espace, mais pas forcément l'esprit et le corps. Et d'ailleurs, j'ai dit une fois à des amis, je suis dualiste, mais non pas de l'âme et du corps, mais de la vie et de la mort. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous vivons un moment du vivant, c'est-à-dire sans pouvoir l'adosser à quelque chose d'au-dessus de la vie, mais sans pouvoir non plus nous penser, nous, comme des existants purs, transcendants. Comme Heidegger a dit que mourir, ça n'a rien à voir avec la vie. Mourir pour un existant, c'est une possibilité qui n'a rien à voir avec le décès objectif et notamment des autres vivants. Je pense que ça, c'est un contresens majeur qui introduit un dualisme, y compris entre les humains. Pour Heidegger, il y a les humains qui s'occupent des étangs, qui sont des êtres affairés dans le commerce ou autre. Puis il y a les humains qui s'occupent de l'être. Et on voit tout de suite aussi l'idée de distinguer entre deux sortes d'humains, deux sortes d'êtres humains. Avec ceux qui s'occupent de l'être et ceux qui s'occupent des étangs. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que tous les humains s'occupent de l'opposition entre la vie et la mort. Merci, M. Worms, pour votre réponse très claire. Et je dois reformuler la deuxième question un peu parce que je pensais à un moment existentialiste. Mais la question, c'est sur le problème de l'existence qui concerne Sartre, Merleau-Ponty, mais aussi à des auteurs comme Cavaillés, Simone Weil et surtout Canguilhem, qui sont des philosophes qui parlent aussi des sciences, et Canguilhem spécialement sur des sciences de la vie. Comment pensez-vous les raisons pour lesquelles ce sont des philosophes de la science et non pas les philosophes de l'existence à proprement parler, ceux qui auraient mieux compris la question même de l'existence dans son implication éthique et historique au moment des années 40 avec l'implication à la guerre? Est-ce par cette implication entre l'existence et la science que nous serons conduits à l'instant suivant, au moment suivant, celui de la sculpture? Alors, moi, ce qui me paraît important, c'est que effectivement, voilà, j'ai été très vite sur la question de l'existence. Donc là, vous reprenez effectivement la façon dont je travaille cette question dans le livre sur les moments. Ce qui est très important, c'est de comprendre que finalement, la philosophie de l'existence n'est jamais seulement une philosophie de la subjectivité. C'est une philosophie qui rompt avec l'ambition d'un fondement métaphysique transcendant, mais qui dit toujours, au fond, il y a la subjectivité d'un côté et de l'autre côté, il y a, comme dit Heidegger aussi d'ailleurs, la facticité. Il y a le monde et il y a les faits il faut les connaître, etc. Alors c'est vrai que on associe ce qu'on appelle les philosophies de l'existence, c'est les philosophies de cette dualité-là, finalement. Donc ce sont quand même des philosophies aussi de la subjectivité. Et les existentialismes, on a raison de dire, voilà, c'est Sartre, c'est Merleau-Ponty, c'est aussi au fond Jean Wahl, Jankélévitch, sur lequel vient d'être soutenue une très grande thèse montrant que la philosophie de Jankélévitch est une philosophie de l'existence, Lévinas pour d'autres raisons, etc. Et évidemment quelques autres, y compris ailleurs qu'en France, puisqu'il y a un grand contexte mondial des philosophies d'existence. Mais d'un autre côté, on a très souvent tendance, ça a été la tentation de Canguilhem puis de Michel Foucault, de dire, voilà, il y a les philosophies du sujet et de l'autre côté, il y a les philosophies de l'objet, les philosophies du concept, disait Michel Foucault, les philosophies de la science. Or, je crois que c'est faux. En fait, le grand moment des années 40, le moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est un moment de la facticité, c'est un moment du donné. Et le donné, on peut y inclure la subjectivité ou bien au contraire chercher à le comprendre dans sa contingence, dans la contingence du vivant, dans l'histoire de la science. Mais malgré tout, ce sont des grandes critiques de la métaphysique du fondement pour l'acceptation du donné.
Et quelqu'un comme Cavaillès, c'est quelqu'un qui a cherché à penser le sujet mathématicien dans l'histoire des mathématiques, sans fondement transcendant. Mais pour moi, il est en opposition évidemment aux philosophies subjectives de l'existence, mais c'est un philosophe malgré tout du même moment de la contingence et de la nécessité de notre être font comme étant donné dans une dialectique toujours avec entre le sujet et l'objet. Voilà. Merleau-Ponty disait que ce qui caractérisait leur époque, c'était l'existence et la dialectique. Il faut bien voir que chez quelqu'un comme Sartre, qui va retrouver après Hegel, etc., la contingence, c'est aussi l'histoire, c'est la facticité de l'historicité. Bon, Sartre est toujours allé d'un extrême à l'autre, hein, donc il y a toute la subjectivité, toute l'histoire, et c'est justement très intéressant. Chez Cavaillès, le sujet mathématicien se construit dans l'histoire des mathématiques. Chez Canguilhem, bien sûr, le vivant n'est pas seulement un concept. Foucault a durci brutalement la pensée de Canguilhem. Évidemment que chez Canguilhem, le vivant est un sujet. Mais ce n'est pas une conscience, c'est le sujet, justement, c'est le sujet du corps vivant et c'est le sujet qui se traduit par l'opposition de la santé et de la maladie, qui est globalement malade. Et il dit, par exemple, c'est le malade qui appelle le médecin. C'est un sujet, le vivant. Canguilhem, au fond, refuse et la conscience, bien sûr, mais il refuse aussi le concept. Le concept, c'est le travail d'un certain être qui est un vivant, le vivant humain, qui, pour maîtriser son milieu, construit un savoir et construit des concepts. Donc Foucault a durci l'opposition conscience-concept parce que c'était important pour lui, mais ça n'en reste pas moins excessif. La vraie question, c'est, les philosophies de l'existence, c'est quel est ce modèle de la subjectivité humaine en tant qu'elle nous est donnée comme un fait. Est-ce qu'elle est donnée dans l'histoire des sciences? Est-ce qu'elle est donnée dans notre condition de vivant? Ou est-ce qu'elle est une conscience qui doit se vivre dans un monde qui a quelque chose d'absurde, hein? Et Camus a raison de parler de l'absurde. Au fond, ils sont tous dans l'idée, il n'y a pas de fondement. Et pourtant, il y a sujet et objet, il y a sujet et science, et pourtant il y a de l'absolu. C'est des gens qui pensent qu'il n'y a pas de fondement, mais il y a néanmoins de l'absolu. C'est ça les grands penseurs des années 40 en France, avec un point extraordinaire de convergence en 1943, où paraissent l'être et le néant, le normal et le pathologique, la structure du comportement, et quelques autres, y compris des livres qui n'ont pas pu être publiés parce que leur auteur était en prison ou en exil, ou dans un camp, comme les textes de Lévinas, de Jean Cavaillès ou de Simone Veil, justement. Donc, effectivement, il y a une épaisseur historique. Moi, je ne dis pas que tout le monde est d'accord, il y a des controverses, mais je pense que, voilà, distinguons bien, il y a des controverses de rupture, qui sont des controverses pour ces gens-là avec Bergson en particulier, parce que c'était le maître d'avant, et il y a des controverses internes. Et c'est vrai que je pense qu'il faut restituer à ce moment sa controverse. Par exemple, en 1943, il y a le normal et le pathologique de Canguilhem et il y a la structure du comportement de Merleau-Ponty. C'est des livres extrêmement proches, mais c'est des livres opposés. Alors Canguilhem a dit, dans sa préface, après il a dit, bon, il y a le livre de Merleau-Ponty qui vient de paraître, mais il m'est parvenu un peu tard, et puis il n'y a pas beaucoup de papier en ce moment, il n'a pas eu beaucoup d'imprimés. En fait, lui, il était dans la résistance. Mais en fait, c'était aussi une manière de dire, c'est un livre, je vois bien, qui traite des mêmes sujets, mais de manière tout à fait opposée. Et c'est le même problème malgré tout. C'est des livres extrêmement proches. Donc voilà, il faut penser un moment. Penser un moment, c'est penser l'émergence d'un problème, la nécessité de la controverse, et de prendre tous les aspects d'un problème. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que tout le monde sait qu'on est dans le moment du vivant. Il y a des grandes œuvres cognitives même, il y a des grandes œuvres qui s'inspirent de la biopolitique et de sa critique. Moi, je défends ce que j'appelle un vitalisme critique. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la construction de la controverse. Dans les grands moments de la philosophie, ce qu'a fait la philosophie en France, ce n'est pas des stars, ce n'est pas non plus une histoire comme ça, culturelle, une histoire des idées, c'est des grandes controverses philosophiques qui ont été relayées publiquement par justement un espace critique de discussion. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que l'espace critique est fragile. Il n'y a plus... là, c'est bien qu'on discute justement parce que je pense qu'on a vraiment besoin de construire le moment présent avec ces conditions, qui sont des conditions aussi sociales de discussion
des problèmes. Et la pandémie, par exemple, il faut en refaire un problème philosophique. Là, on vient de créer à l'école normale un séminaire qui s'appelle Philosophie contemporaine de la pandémie. Au double sens, qu'est-ce que ça veut dire être contemporain de la pandémie? Est-ce que c'est la pandémie qui définit le contemporain ou est-ce qu'on a déjà des philosophies du vivant, des philosophies contemporaines qui peuvent affronter la pandémie? Vous voyez? Et si on ne crée pas un espace de discussion, comme il en a existé quand même dans les grands moments du précédent, je pense qu'on va vivre un moment très particulier avec des problèmes, avec des pensées, mais sans aucun lien entre les pensées et les problèmes. C'est très dangereux. Merci Worms pour la générosité de vos réponses. Et je vais passer à André pour continuer l'entretien avec Merci à vous. Merci les questions sur le moment présent. Passons au moment présent, sont 3 questions. Vous définirez le moment présent comme le moment de la vie, du vivant et aussi du soin. Commençons pour le soin. En 2010, vous affirmez que nous vivons dans un moment de soin et construisez une enquête sur l'unité relationnelle de soin. Il est curieux de constater que vous étudiez déjà dans ce livre la question des soins dans la pandémie. Exactement. Dès lors, une pandémie mondiale de la Covid et une crise mondiale aux proportions inouïes sont apparues. Dans les pays comme le Brésil, nous avons fait l'expérience d'un gouvernement guidé par la violence et la violation systématique et le négationnisme. Eh bien, je crois que nous sommes de plus en plus dans un moment de demande de soins encore plus, où nous devons prendre la sauvagerie au sérieux, comme dans une session du livre. Comment pensez-vous les soins et à quoi tenons-nous aujourd'hui? Alors, merci beaucoup. Alors, comme je disais, pour me relier à ce qui précède, à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a une continuité très intéressante dans la discussion. Moi, je pense la vie fondamentalement de manière critique. Et depuis ce livre de 2010 qui portait sur le soin, j'ai essayé de définir ce que j'appelle un vitalisme critique. Mais en fait, c'était déjà présent dans le travail sur le soin. C'est-à-dire qu'au fond, pour moi, ce qui est premier, ça n'est pas le vivant comme tel, ou la vie avec un grand V, encore moins. Ce qui est premier depuis 30 ans, je dis depuis 30 ans, mais oui, voilà, depuis le début des années 80, ça fait presque 40 ans maintenant, c'est non pas tellement la question de la vie, mais la question de la vie avec son contraire, et opposée à son contraire, qui reste d'une certaine manière la fragilité de la mort et la possibilité bien réelle de la mort. Et donc le fait qu'on ne sait pas ce que c'est que la vie, on ne sait pas ce que c'est que la mort, mais on sait très bien ce que c'est que l'opposition de la vie et de la mort. Et c'est donc une définition critique de la vie, et qui s'inspire aussi de Canguilhem, évidemment, et de Bichat. La vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain, dans ce vitalisme critique, est l'être qui a plus d'une façon de mourir, plus d'un adversaire. Il y a évidemment les menaces de la continuation de nos organismes vivants en tant que tels, avec des menaces, disons, objectives, comme le virus. Et au début des années 80, il y avait déjà eu le virus du sida. Il y a toujours eu des virus, mais si vous voulez, sur le fond de progrès de la médecine, tout à coup, les virus viennent nous rappeler la vie et la mort. Et il y a ces menaces-là, mais pour les êtres humains, il y a d'autres façons de mourir, en particulier des violations intimes dans les relations vitales, qui sont vitales pour les humains, au même titre que l'eau et le pain, qui sont les relations d'attachement. Par exemple, ça, c'est le cœur de mon travail, sur effectivement les violations intimes. Et la relation de soin, qui est nécessaire pour échapper aux maladies, peut elle-même se retourner en maltraitance et en violation. Je ne dis pas violence, je dis violation, on pourra peut-être y revenir. Et donc, l'être humain doit lutter non seulement contre la mort, disons, naturelle, mais contre la mort par négation du soin, absence de soin. Et on le voit bien dans la pandémie. Finalement, le nombre de morts va être lié non seulement au virus, mais aux politiques de santé, bien sûr.
Et du coup, la troisième dimension de la vie humaine, c'est bien sûr, disons, dans cette deuxième dimension, l'être humain n'est pas seulement l'être qui construit la médecine, c'est l'être qui construit des institutions sociales pour lutter contre les causes morales, sociales et politiques de mort. Et moi, dans un livre qui s'appelle L'humanisme vital, pour un humanisme vital qui aurait pu s'appeler aussi pour un vitalisme critique, finalement, à un moment, je pense que j'ai été amené à me demander quelle est la plus importante des causes de mort? Quelle est la première cause de mort pour les vivants humains? Et contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que c'est d'abord les causes de mort interhumaines, avant les causes dites biologiques. Mais elles sont aussi vitales. Et donc, la vie humaine consiste à concilier la lutte contre toutes les négativités. Et c'est pas facile parce que, par exemple, dans les questions de bioéthique, moi je m'y intéresse beaucoup, je fais partie du comité français d'éthique. Dans les questions de bioéthique, il faut concilier la lutte contre la maladie, que fait la médecine, mais aussi le respect de la liberté, et que doit faire la médecine aussi. Elle est née aussi dans les grandes violations médicales du XXe siècle. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de sources de violation. Il y a des gens comme le président actuel du Brésil qui se rendent criminels, je ne connais pas ce mot, en ne soignant pas. Et puis, il y a aussi eu des médecins qui ont été criminels en tuant certains humains pour construire même si c'était pour construire des médicaments. Il y a eu aussi des médecins qui ont été des bourreaux dans les dictatures. Ricoeur avait préfacé il y a longtemps un livre sur les tortures en Argentine et le rôle des médecins qui aidaient les bourreaux en disant « Là, tu peux y aller, attention, il va mourir, tu dois t'arrêter là parce qu'il va mourir. » Donc, le rôle du médecin se renverse en assistant du bourreau. Et j'avais écrit un article sur la torture il y a longtemps en expliquant que la torture est une forme inversée du soin. Le bourreau, il est très soigneux, il connaît très bien l'humain. Il sait parfaitement bien ce que c'est qu'un corps, ce que c'est qu'une relation, ce que c'est comment on peut faire mourir ou souffrir les humains. Il le sait parfaitement bien. Il va vous arracher les enfants, il va humilier, il va empêcher de dormir. Il y a une science extraordinaire de l'humain chez les bourreaux. Et évidemment, ça nous montre que finalement, le soin est premier, d'abord parce que la vie est fragile, mais aussi parce que entre les humains, la vie est fragile d'une autre façon aussi. Et donc moi, je ne suis pas du tout dans un idéalisme du soin. Je pense que le soin, et c'est pour ça que mon livre sur le soin de 2010 comportait aussi une partie centrale sur la violation. Et donc, en fait, voilà, et c'est pour ça que le soin résume finalement la place de l'humain dans le vivant. Nous sommes des vivants, donc nous avons besoin de soins, mais nous sommes des vivants bien particuliers qui avons à la fois inventé le soin et dans le soin avons inventé aussi des nouvelles souffrances, des nouvelles tortures. Et donc, voilà, il faut et je pense que donc, ça veut dire aussi qu'inversement, si on prend soin de tout, on peut construire une vie qui ne sera pas seulement une survie, une vie qui sera aussi une vie humaine à tous les sens du mot, une vie qui sera aussi une vie heureuse, une vie qui ne sera pas seulement une façon d'échapper à la mort. Parce que, voilà, moi je soutiens que s'il y a pire que la mort, donc plusieurs formes de mourir, ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs positivités de la vie. Et d'ailleurs, la vie, ça n'existe pas, mais c'est les vivants contre les différentes formes de mort et développant aussi leurs relations, y compris créatrices. C'est là que je retrouve Bergson. Il y a de la création contre la destruction. Dans des autres essais, comme Revivre, Éprouver nos blessures, nos ressources, 2012, et La vie qui unit, qui sépare, 2013, vous développez cette philosophie de la vie, non? Dans une convergence de la philosophie de la vie et de la philosophie du sens de l'existence. La vie conduit au sens, comme le sens ou sa perte renvoie à la voie, à la vie et à ses troubles, vous avez dit. Nous avons donc ici les problèmes de la vie comme articulateur des domaines distincts de notre existence ontologique, anthropologique, éthique et politique. C'est un problème radical. Comment aborder ce problème, le problème du sens de la vie? C'est facile de tomber dans des polarités abstraites, et vous avez dit, votre conception de la vie est une articulation des polarités concrètes.
Vous proposez de répondre à partir d'expériences relationnelles concrètes, variables et intenses, des êtres humains et des êtres vivants entre eux. C'est la seule façon de répondre à la fois au sens de la vie individuelle et au sens de la vie en général. Nous avons là, me semble-t-il, un nœud gordien, un problème souvent oublié, celui de l'individuation comme fait relationnel et vital. J'aimerais vous entendre développer un peu votre pensée sur la vie qui unit et qui sépare. Merci beaucoup, parce que vous avez déjà très très bien répondu à votre question en partie. Vous avez très bien décrit ce que j'essaye de faire et je m'en suis très très reconnaissant. C'était tout à fait ça. Alors c'est vrai que sur le fond de cette polarité et qui prend chez l'humain différentes modalités, une modalité, je pourrais dire, physique, une modalité psychique, une modalité relationnelle, une modalité sociale et politique. Et la modalité psychique est très importante parce qu'effectivement, dans le psychique humain, il y a un nouveau degré que Freud a très bien décrit, c'est l'adversaire intérieur, disons, celui de la pulsion de mort, finalement. Le fait que la mort n'est pas seulement pour nous un adversaire extérieur, mais aussi un risque intérieur. Donc, il y aurait à décrire tout ça. Alors, évidemment, je pense que, à part Pour un humanisme vital, où j'ai essayé une forme de synthèse, mais c'était sous forme de lettres, justement, parce que je disais il faut être cohérent avec cet aspect concret entre les humains. J'ai essayé de prendre un certain nombre de problèmes concrets, et celui de l'individuation est évidemment central. Je vais prendre un ou deux autres exemples quand même avant l'individuation. Pour moi, par exemple, un travail que je n'ai pas encore tout à fait fait de façon explicite, mais qui est implicite dans Revivre et dans aussi Penser à quelqu'un en particulier, c'est la théorie de la connaissance, finalement. Et moi, je suis en train de revenir à ce que j'appellerais un vitalisme critique des images. Je pense que notre vie est constituée non pas de représentations objectives du monde, c'est ce que d'ailleurs Bergson avait très bien montré, mais d'images qui nous affectent là aussi vitalement ou mortellement. Et que finalement, le propre d'une image, c'est d'être ce que nous sélectionnons du monde, c'est ce que Bergson avait très bien montré. Mais la preuve que c'est vital, c'est que c'est pas neutre. Nous nous souvenons de rencontres heureuses, nous nous souvenons aussi voilà, toute expérience négative se traduit par une image. Et finalement, le revivre négatif ou le revivre positif, c'est comme ça que j'ai tenté de le décrire. Donc, cette place de l'image dans l'individuation aussi est très importante dans le psychique. C'est-à-dire que chez le nourrisson humain, dans l'expérience de l'attachement, tout ça, des images vont constituer peu à peu une histoire, une histoire au sens d'une histoire individuelle. Alors l'individuation, effectivement, donc il y a cette question de l'image, c'est très important pour moi, et je pense qu'il faudrait la reprendre. Enfin, ça va très loin finalement, y compris pour une esthétique. Mais pour revenir sur votre question de l'individuation, il est très clair pour moi que l'une des façons dont les vivants humains se distinguent de certains autres vivants, c'est les modalités de l'individuation. Ces modalités de l'individuation, elles passent par des relations interindividuelles qui ont un enjeu vital. Je veux dire par là que les humains c'est des scientifiques qui le montrent, ont besoin, pour survivre, d'être traités par des individus comme des individus. Et donc, ça se montre expérimentalement. Un nourrisson humain, il n'a pas seulement besoin de nourriture. Il a besoin que quelqu'un lui donne sa nourriture à lui. Il peut toujours avoir du lait et du pain. Si on ne lui donne pas, en lui parlant, en lui chantant, s'il n'y a pas cet autre besoin, le besoin de relation individuelle qui est satisfait par le soin, justement, il mourra quand même. Soit d'ailleurs complètement, soit en tout cas psychiquement. Et donc, en fait, l'individuation est chez les humains et aussi chez les grands singes et certains mammifères et certains oiseaux un besoin vital. Et chez les humains, elle passe aussi par l'individuation historique et culturelle et sociale, mais qui passe par le vital, bien sûr.
Et cette individuation est totalement vitale d'un bout à l'autre, puisque nous savons bien que la langue maternelle, mais aussi le visage, les voix des êtres auxquels nous sommes liés par cet amour, ou par ces violations aussi, parce que nous nous souvenons aussi des méchants, nous nous souvenons aussi des violences, ben, elles ont quelque chose de vital. Par exemple, quand un proche a la maladie d'Alzheimer et ne nous reconnaît plus, nous en sommes malades. Moi, j'ai cette discussion avec d'autres, par exemple, qui disent, il y a deux grands philosophes français, à mon avis, enfin, en tout cas, je les cite comme ça, qui j'aime beaucoup parler de la maladie d'Alzheimer. C'est bizarre, mais c'est très profond. C'est Catherine Malabou et Michel Malherbe. Quand je parle avec eux, je leur résiste parce qu'ils disent, voilà, par exemple, ils disent, l'autre n'est plus lui. Mais il est encore lui pour moi. Moi, ma grand-mère, quand elle est morte, elle ne me reconnaissait plus, mais ça me faisait souffrir. Pour moi, elle était encore elle. Et la relation est ce qui nous individue. Donc, voilà. Et évidemment, derrière cette question d'individuation, il y a un grand penseur français aussi, entre Canguilhem et nous, qui est Gilbert Simondon, qui redevient très important aujourd'hui, qui a pensé l'individuation d'une manière quand même s'il était vitaliste, et donc il était finalement pas réductible à son moment structuraliste, justement, mais malgré tout, il a pensé l'individuation d'une manière, j'allais dire, informationnelle, comme un problème logique, un problème épistémologique. Alors qu'elle est quand même d'abord un problème vital avec sa polarité destructrice qu'il n'a pas vue. Parce que lui, l'individuation est forcément créatrice, mais l'individuation peut être destructrice. Et je peux vous individuer en vous haïssant aussi. Et il faut assumer le négatif jusque dans l'individuation. D'où aussi la question, voilà, moi, j'idéalise pas du tout, pas plus l'individuation que le reste. Et simplement, c'est vrai que les humains ont besoin d'une vie individuelle et de relations et s'inter-individuent constamment pour le meilleur ou pour le pire, comme on dit quand on se marie. Voilà. En France, c'est la formule. Quand vous allez à la mairie, vous dites est-ce que vous acceptez pour le meilleur et pour le pire? Ben voilà, nous relions les uns aux autres pour le meilleur et pour le pire. Et c'est toujours une fragilité de plus parce que vous vous individuez en vous liant à quelqu'un d'autre, et du coup, il peut vous quitter, il peut vous détruire, il ou elle, hein, bien sûr. Et l'inter-individuation est toujours, voilà, la vie humaine est faite de risques plus grands que les autres parce que ça permet aussi, et qui permettent aussi évidemment des joies plus grandes que, peut-être plus grandes, en tout cas différentes que d'autres. Ces dernières années, vous avez également pensé à la chaleur du temps, comme dans Sidération, Résistance et Maladie chronique de la démocratie et Vivre au temps réel de 2021. Pourriez-vous clarifier pour nous ces propositions dans l'ensemble qui réunissent les conséquences politiques et morales de votre pensée? Comment répondre aux dangers qui nous menacent en face de la crise de la pandémie? Oui, merci. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi. Alors, d'abord, je vais commencer par là, disons, d'avoir des occasions de discuter du temps présent dans des cadres et d'abord d'enseignement, hein, ensuite de discussion, comme des livres, et puis même dans des chroniques qu'on m'a confiées dans Libération. Sidération et Résistance est un recueil, avant dans la revue Esprit, hein, qui est dans le moment du soin, c'est des chroniques de la revue Esprit, et puis aujourd'hui aussi à France Culture, où j'ai une émission toutes les semaines qui s'appelle À présent. Je tiens à dire, c'est très important, je vais en dire un mot dans un instant, des institutions. Je ne le fais pas tout seul. La cohérence que j'essaye d'avoir, c'est d'être toujours dans la discussion et aussi dans l'institution. Pourquoi? Parce que, à mon avis, le défi du présent, c'est de construire les institutions qui vont assumer les polarités vitales des humains, lesquelles sont vitales, mais aussi politiques, comme je disais, et vitales non seulement individuellement, mais globalement, cosmopolitiques. Et donc, le défi des humains, c'est toujours d'assumer le négatif. Le négatif, encore une fois, biologique, le négatif politique, c'est ce que fait la démocratie, d'assumer la diversité, d'assumer le conflit. Donc, je pense que les démocrates sont les personnalités vraiment courageuses. Je pense que les populistes, au sens d'aujourd'hui, les dictateurs sont des gens fragiles, des gens simplistes. C'est eux qui sont simples. Parce qu'ils disent qu'il y a les gentils et les méchants, mais dans les gentils, il faut assumer qu'il y a des désaccords. Dans tout nous, il y a du conflit. Déjà, dans moi-même, je suis un danger pour moi-même.
Et on sait bien, pour moi, le crime premier entre les humains, c'est toujours le fratricide, c'est la violation intime. Donc voilà, le populiste, c'est celui qui croit que tous les dangers sont à l'extérieur et qui cherche à unifier un nous contre des dangers extérieurs, à expulser le négatif, à tous les sens du mot expulser. C'est des gens qui aiment expulser et exterminer et exclure et excommunier, etc. et exploiter. On pourrait continuer peut-être comme ça. Et en fait, il faut au contraire inclure le négatif et l'assumer, en le refusant bien sûr, mais en l'assumant aussi comme un risque intérieur. Et la démocratie, c'est ce qu'elle fait. Et pour ça, les humains ont inventé des institutions qui sont fragiles forcément, parce qu'elles luttent contre les dangers extérieurs, mais aussi les dangers intérieurs. Et dans ces institutions, il y a aussi les institutions, donc il y a les grandes institutions démocratiques, il y a les institutions de discussion critique, ce que j'appelle les institutions critiques, comme la presse et l'enseignement aussi, qui nous apprennent à discuter aussi, à être en désaccord. Et elles sont fragiles, elles sont toujours fragiles. Et quand il y a une crise, en particulier extérieure, parce que ça arrive aussi, il y a des guerres, il y a des virus, ben, la tentation, c'est de dire on va s'occuper de la crise et puis on va écraser les problèmes intérieurs. Donc de nouveau, les populistes sont des gens simplistes. Les personnes vraiment courageuses, c'est celles qui luttent sur tous les fronts. Et nous savons bien qu'un homme juste, c'est celui qui va répondre à l'urgence vitale là, maintenant, mais en même temps qui ne va pas oublier d'essayer de respecter la justice même dans l'urgence et préparer la justice pour après l'urgence. Donc c'est pour ça, je pense que en fait, nous savons intuitivement que la justice humaine, ça consiste à lutter contre tous les dangers, même des plus urgents aux plus lointains, à ne pas sacrifier une urgence à l'autre. Et je pense qu'on est aujourd'hui menacé par des dangers, mais aussi par ceux qui profitent des dangers, qui nous réduisent à un danger. Et eux-mêmes sont les plus dangereux. Ils sont plus dangereux que le virus, bien sûr. Parce que c'est... Voilà. Et donc, évidemment, je pense aussi que les êtres humains d'aujourd'hui sont des gens très intéressants parce que les urgences vitales sont tellement grandes qu'on sait qu'il faut organiser l'humanité pour faire face et qu'il faut quand même l'organiser de façon juste. Donc c'est un grand défi. Moi, je pense juste que, encore une fois, ce qui nous manque, c'est la construction même du problème. Et c'est ce que j'essaye de faire à la fois par des analyses historiques, des analyses théoriques, aussi des expressions subjectives. Dans certains de mes livres, il y a de la poésie, où il y a de l'expression. Et puis, dans des chroniques et dans la construction du débat, aussi dans un rôle institutionnel. Moi, si je m'engage là, je vous parle depuis mon bureau de l'école normale, hein, je suis engagé dans des institutions parce que j'ai eu la chance aussi que ça existe et qu'on me l'a proposé, mais que c'est d'abord que ça existe. Je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement faire lutter sur tous ces plans. Voilà, dans les années 60, les intellectuels critiquaient les institutions parce qu'elles étaient devenues problématiques. Aujourd'hui, il faut les défendre dans la mesure où elles peuvent inclure le travail critique et la lutte contre tous les dangers des humains. Donc, je pense que il faut essayer collectivement de construire ces cadres pour affronter les dangers du moment présent. Voilà. Et il faut pour les penser aussi. Merci beaucoup pour la réponse. Et les idées parfaitement développées. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup. C'est vrai que j'ai essayé de nouer tous les fils en essayant de répondre à vos magnifiques questions, qui supposent vraiment une lecture dont je vous remercie infiniment.